Pouf, enfin, vous êtes déjà là comme prévu. Bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi aussi d'ailleurs. Sans plus attendre, commençons. Vous avez déjà essayé d'étendre votre linge en plein hiver et de vous demander pourquoi il met une éternité à sécher. Ou encore, pourquoi en été, on a parfois l'impression de coller comme un chewing-gum sur un trottoir en plein soleil. Eh bien, mes amis, la réponse est simple. L'humidité de l'air. Dans notre dernière vidéo, on avait parlé du vent, ce grand voyageur de l'atmosphère qui pousse les nuages, rafraîchit nos journées et nous décoiffe au passage. Mais figurez-vous qu'il n'est pas tout seul à jouer avec notre météo. Il travaille main dans la main avec l'humidité. Et oui, sans elle, pas de nuages, pas de pluie, et même pas de brouillard pour donner un peu de mystère au matin d'automne. Alors, si vous n'avez pas encore vu notre vidéo sur le vent, foncez-y avant de continuer. Et aujourd'hui, attachez bien vos ceintures, parce qu'on plonge dans un sujet aussi insaisissable que l'air lui-même. L'humidité. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Pourquoi on transpire plus certains jours que d'autres? Allez, on démarre! Alors, ça te plaît? On passe au premier point, les différents types d'humidité. Alors, l'humidité de l'air, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simplement la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère. Mais attention, quand on parle d'eau, on ne parle pas de gouttes de pluie ou de flaques sur le sol, mais bien d'eau sous forme gazeuse, invisible à l'œil nu. L'air autour de nous contient toujours un peu d'humidité, même dans le désert. Mais cette quantité varie énormément d'un endroit à un autre et d'un moment à un autre. Elle dépend notamment de la température. Plus il fait chaud, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau. À l'inverse, quand il fait froid, l'air garde moins bien l'humidité. Et c'est pour ça que le linge met plus de temps à sécher en hiver. Et là vous vous dites, mais alors, pourquoi en été on transpire plus certains jours que d'autres? Eh bien, c'est parce que lorsque l'air est déjà bien chargé en humidité, la sueur a du mal à s'évaporer. Résultat, on a cette sensation de coller et de suffoquer, un peu comme un poisson hors de l'eau. Bon, ça, c'était la base. Mais en réalité, l'humidité de l'air ne se mesure pas toujours de la même manière, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec les différents types d'humidité. Bon, maintenant qu'on sait que l'humidité de l'air, c'est la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il faut savoir qu'on ne la mesure pas n'importe comment. Et oui, il existe 3 façons principales de la quantifier. 1. L'humidité absolue. Combien d'eau y a-t-il vraiment dans l'air? L'humidité absolue, c'est la masse de vapeur d'eau contenue dans un volume donné d'air. On l'exprime généralement en grammes de vapeur d'eau par mètre cube d'air, G, M3. Imaginez une boîte d'1 mètre cube remplie d'air. Si on pouvait extraire toute la vapeur d'eau qu'elle contient et la peser, on obtiendrait l'humidité absolue. Plus il y a d'eau dans cette boîte, plus l'air est humide. L'humidité spécifique. Quel est le rapport entre l'eau et l'air? Cette fois, on ne regarde pas combien d'eau il y a en tout, mais quelle proportion d'eau il y a par rapport à l'air. On exprime ça en grammes de vapeur d'eau par kilogramme d'air sec. G par kilogramme. Prenons un exemple. Si on compare 2 masses d'air de taille identique, l'une en bord de mer et l'autre en plein désert, celle de la côte aura une humidité spécifique plus élevée, car elle contient plus d'eau par rapport à la masse totale d'air. L'humidité relative. Est-ce que l'air est plein ou pas? Voilà la plus connue, celle qui apparaît souvent dans les bulletins météo. L'humidité relative, c'est le pourcentage de vapeur d'eau contenue dans l'air par rapport à la quantité maximale qu'il peut contenir à une température donnée. Pourquoi ce par rapport à la température est important? Parce que l'air chaud peut contenir beaucoup plus d'eau que l'air froid. À 30 degrés Celsius, l'air peut être bien chargé en vapeur d'eau et rester sec. Mais à 10 degrés Celsius, la même quantité d'eau peut rendre l'air saturé et provoquer de la condensation. Un exemple simple. Si l'humidité relative est 100%, cela veut dire que l'air est plein d'eau. Il ne peut plus en contenir davantage. C'est là qu'apparaissent le brouillard, la rosée ou même la pluie. Si l'humidité relative est 50%, cela veut dire que l'air contient seulement la moitié de la vapeur d'eau qu'il pourrait théoriquement absorber avant d'être saturé.
Et c'est là qu'on retrouve notre question du début. Pourquoi on transpire plus certains jours que d'autres? Eh bien, quand l'humidité relative est très élevée, la sueur s'évapore mal. Résultat, notre corps refroidit moins bien et on a cette sensation désagréable de moiteur. Par contre, quand l'air est sec, la sueur s'évapore facilement et on se sent plus à l'aise. En résumé, l'humidité absolue, quantité réelle d'eau dans un volume d'air. L'humidité spécifique, rapport entre eau et air sec. L'humidité relative, taux de remplissage de l'air en vapeur d'eau, c'est celui qui nous intéresse le plus au quotidien. Maintenant qu'on a bien compris comment mesurer l'humidité de l'air, on peut se demander qu'est-ce qui influence cette humidité? Pourquoi certains endroits sont-ils plus humides que d'autres? Mais l'humidité n'est pas seulement influencée par la nature, les activités humaines jouent aussi un rôle. Les villes, avec leur béton et leur asphalte, retiennent la chaleur et modifient l'humidité locale, tandis que les industries et la pollution peuvent affecter la capacité de l'air à absorber ou à relâcher la vapeur d'eau. Sans oublier la déforestation, qui réduit l'évapotranspiration et assèche certaines régions. En résumé, l'humidité de l'air est un équilibre délicat entre température, présence d'eau et influence humaine, ce qui explique pourquoi elle peut varier d'un endroit à un autre et même d'un jour à l'autre. Mais cette humidité a aussi un impact direct sur notre quotidien et notre environnement, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'humidité de l'air ne se contente pas de flotter gentiment autour de nous, elle influence tout ce qui nous entoure. D'abord, le climat et la météo. Sans humidité, pas de nuages, pas de pluie. Et adieu les arcs-en-ciel. L'eau présente dans l'atmosphère s'évapore, monte, se refroidit et finit par se condenser pour former des nuages, puis des précipitations. C'est aussi grâce à l'humidité que se forment le brouillard et la rosée du matin. Ensuite, il y a notre santé. Un air trop humide peut favoriser les maladies respiratoires, la prolifération des moisissures et des acariens, tandis qu'un air trop sec assèche la peau, les yeux et les muqueuses, rendant plus vulnérables aux infections. Et attention, car l'humidité joue aussi avec notre perception de la température, un air humide amplifie la sensation de chaleur, tandis qu'un air sec peut donner l'impression qu'il fait plus froid qu'en réalité. Mais ce n'est pas tout. Nos maisons et nos objets souffrent aussi de l'humidité. Trop élevée, elle provoque moisissure, rouille et détérioration des matériaux, et trop faible, elle assèche le bois et abîme les œuvres d'art. Bref, l'humidité est partout, et mieux vaut la surveiller pour éviter qu'elle ne nous joue des tours. D'ailleurs, comment fait-on pour la mesurer et la contrôler ? Si l'humidité influence autant notre quotidien, encore faut-il savoir la mesurer et la contrôler. Pour ça, on utilise des instruments bien précis, comme l'hygromètre, qui permet de mesurer l'humidité relative de l'air. Il en existe plusieurs types, mais le plus courant fonctionne avec un capteur qui réagit à la quantité de vapeur d'eau présente. Il y a aussi le psychromètre, qui utilise deux thermomètres, l'un sec, l'autre entouré d'un tissu humide, pour calculer l'humidité en comparant la vitesse d'évaporation. Et une fois qu'on connaît l'humidité de l'air, on peut chercher à l'ajuster. Si l'air est trop humide, on utilise des déshumidificateurs qui captent l'excès de vapeur d'eau, ou on mise sur une bonne ventilation pour éviter la condensation. Dans les maisons mal aérées, l'humidité stagne et provoque moisissures et mauvaises odeurs. Alors ouvrir les fenêtres ou installer une VMC, ventilation mécanique contrôlée, peut faire des miracles. A l'inverse, si l'air est trop sec, surtout en hiver avec le chauffage, on peut utiliser un humidificateur ou simplement poser un récipient d'eau près du radiateur pour libérer de la vapeur. Certaines plantes, comme le palmier ou le ficus, aident aussi à réguler naturellement l'humidité ambiante. Bref, avec les bons outils et quelques astuces, on peut maîtriser l'humidité pour vivre dans un environnement plus sain et plus confortable. Maintenant,
Il est temps de conclure et de voir tout ce qu'on a appris sur cette précieuse vapeur d'eau qui nous entoure. On l'a vu, l'humidité de l'air est bien plus qu'une simple sensation de moiteur ou de sécheresse, c'est un élément clé de notre climat, de notre santé et de notre confort quotidien. Sans elle, pas de nuages, pas de pluie, et nos plantes et nos sols en souffriraient. Trop présente, elle favorise moisissures, allergies et rend la chaleur étouffante. Trop faible, elle assèche l'air, notre peau et nos voies respiratoires. Heureusement, grâce à des instruments comme l'hygromètre et des solutions simples comme la ventilation ou l'utilisation d'humidificateurs et de déshumidificateurs, on peut apprendre à la maîtriser. Alors la prochaine fois que vous sentez que l'air est lourd ou au contraire trop sec, vous saurez pourquoi et surtout comment y remédier. Et si vous voulez aller encore plus loin, pourquoi ne pas observer par vous-même comment l'humidité varie entre le matin et le soir ou entre une pièce bien ventilée et une pièce fermée. Expérimenter, c'est comprendre. Allez, à bientôt pour un nouveau sujet aussi passionnant que celui-ci.